Salut tout le monde, nouvel épisode du podcast pour ceux qui veulent changer la collaboration au travail avec des trucs et astuces testés et approuvés sur le terrain, pas juste en théorie. Je suis Pierre-Cyril Denand, vous pouvez m'appeler PC et bienvenue sur Collaboration Soft. Aujourd'hui, on reçoit Jesus Mendes, auteur du livre Forming Agile Teams Workbook, qui contient des techniques pour structurer et maintenir des équipes performantes. Avec plus de 15 années d'expérience dans le domaine de l'informatique, Jesus est un activateur des pratiques agiles, Lean et DevSecOps. Il a fondé plusieurs communautés de pratiques et également un podcast où il donne la parole à des acteurs du milieu de l'agilité. Jesus, merci d'être ici. Merci à toi, PC, de m'avoir invité. Je suis super content d'être avec toi une autre fois. C'est à mon tour maintenant qu'on échange de ce côté-là. Finalement, on a réussi à avoir cette interview où c'est toi les hosts. Exact. Pas moi. On s'en a été parlé il y a quelques années, c'est fait. C'est fait. Alors, dans ton livre, tu nous partages un petit peu ton parcours et ton cheminement sur la transformation d'équipe agile. Et ouais. Donc, en plusieurs étapes, hein, tu parles qu'il y a un chemin itératif en plusieurs étapes pour transformer une équipe en équipe performante. Quelles sont pour toi les étapes clés? Bon, initialement, là, je vais juste te mettre en contexte, puis à ton audience aussi. Et pourquoi j'ai écrit ces livres-là? En fait, puis ça va nous connecter avec la pratique pour répondre à ta question directement. Quand un Scrum Master arrive sur le terrain, puis là, j'écris ces livres-là en 2016. Hein, on est dans 2023, 7 ans après. À l'époque, l'agilité était en plein de développement, au moins ici à Montréal. Et là, on t'est dompé dramatiquement. Mon expérience, tiens, voici une équipe, débrouille-toi, essaye qu'il soit plus autonome et qu'il se débrouille tout seul. Vas-y. Comme ça. Et là, je trouvais ça difficile, rough, complexe de dealer avec. Donc, à force de répétition, j'avais déjà eu des expériences avec différentes équipes où j'ai vu qu'à niveau de l'équipe, l'implémentation de Scrum, les cadres Scrum n'étaient pas, si c'était fait toute seule, déconnecté de la business, mais je voyais beaucoup moins d'impact à niveau de ce qu'on pouvait faire. Et au-delà de ça, il y en avait des étapes qu'on ne s'expliquait pas. Par exemple, comment aborder l'équipe. Dès que tu arrives, c'est qui toi? C'est juste comment aborder les changements. C'est-à-dire, premièrement, c'est quoi un changement? Quel est le changement qu'on vise à faire avec l'équipe? Mettre la table pour savoir, OK, voici ce qu'on voudrait faire. Et un des moyens, c'est, exemple, Scrum. Et pour l'équipe, nous envisageons d'atteindre cet objectif-là. Et voilà un moyen et une personne qui va nous aider à transiter à travers le changement. La première étape que je voyais qu'on avait complètement négligée, c'était de s'assurer d'avoir une vision pour le changement. Puis, c'est donner les moyens en parlant avec les parties prenantes, c'est-à-dire les gestionnaires, qui est souvent délaissé dans le cadre Scrum, mais qui est un des intéressés à développer les plus importants joueurs pour développer une équipe dans son entreprise, c'est le gestionnaire. Et on a laissé sa mission de côté ou sa vision pour l'équipe. Que là, dans le livre, j'ai commencé par là. Asseoir le gestionnaire avec le gestionnaire de produits, s'ils étaient deux personnes différentes, pour s'assurer d'avoir une vision du changement. Puis une fois qu'on fait ça, je décris un peu comment introduire le rôle de Scrum Master ou la personne qui va jouer ce rôle-là à l'équipe, les étapes pour y arriver, tout ça en amont d'embarquer sur les détails du cadre. Donc ça, c'est une étape initiale aborder l'équipe.
Et l'autre étape qui est comme un truc de base pour des gens qui font des changements comme ça, mais que c'est pas évident, c'est d'observer un peu la dynamique du groupe avant de se lancer à proposer quoi que ce soit. Peu importe si on va aborder Scrum, ou on va utiliser Scrum, ou un autre cadre, ou n'importe quel cadre, c'est important d'observer, de faire une étude de marché, on va dire, là, puis voir qu'est-ce qui fonctionne ou émettre une opinion par rapport à la situation actuelle et sa connexion avec l'objectif envisagé. Parce que des fois, j'ai eu des expériences où on utilisait Scrum, les Scrum Masters et rentrer là-dedans, on essayait de briser des choses, on proposait des changements, puis là, l'équipe ne savait pas trop pourquoi tu me demandes ça, pourquoi je fais ça, pourquoi tu viens en daily, c'est qui toi? Tu sais, toutes ces gestions-là de créer une ambiance qui permette de faire un changement, qui soit propice pour obtenir le résultat voulu. Ça, c'est une étape qu'on commence à faire en amont avec l'observation. Puis au-delà de ça, il y en a toute une gestion de changement qui est faite pour introduire ces changements-là, les objectifs de changement et les moyens qui vont nous permettre d'y arriver, c'est-à-dire le Scrum Master, qui est un moyen, et les cadres, si c'est Scrum, dans les livres, on décrit un peu, moi j'ai décrit les étapes pour y arriver. OK, ça c'est, je ne sais pas si ça répond à ta question concrètement. De ce que je comprends, donc en arrivant dans un rôle de Scrum Master, puis ça m'est arrivé aussi, on te demande d'opérer un changement, mais il manque le contexte autour de ça, qui est de pourquoi est-ce qu'on veut changer, quel est l'objectif. Donc toi, une des étapes clés que tu as appris à maîtriser ou à mettre en place, c'est de contextualiser le pourquoi on veut faire le changement avant de le faire, avant de le planifier. Et ensuite, de regarder d'où est-ce qu'on part pour changer. C'est ça. Puis là, tu l'exprimes beaucoup plus sommarisé, beaucoup plus concrètement que moi. Là, un autre élément puis ça a évolué depuis que j'ai écrit mon livre, à force d'expérimenter. Un truc qui est intéressant de la journée 1, c'est d'avoir des livrables ou on appelle ça des épiques, des objectifs de livraison concrète sur lesquels l'équipe peut s'ancrer. Par exemple, dès le départ, cette étape de changement initial peut être longue et pas concrète, ce qui dégénère en manque de confiance sur la méthode, qui n'est pas nécessairement le responsable de la manque de livraison. Si, par exemple, on cherche à augmenter la cadence de l'équipe et avoir une équipe plus disciplinée qui livre plus rapidement, un des trucs intéressants, c'est pour engager l'équipe, en même temps qu'on explique à l'équipe c'est quoi le changement puis qu'est-ce qu'on cherche à faire, pour les contextualiser, tout de suite se mettre à faire un backlog avec la gestion de produits qui permet de créer le leadership pour créer des milestones qui sont, du point de vue d'affaires, atteignables et qui vont être délivrables par la suite et découpés par la suite par l'équipe. Donc, et là, en faisant ça rapidement, tu peux avoir deux choses en place. Tu peux avoir le Scrum Master déjà en train de délivrer en valeur, c'est-à-dire on va aider à structurer tes idées d'affaires en mode développement. Ça, on va t'aider à construire ça. Des bases, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de créer des sociétés qui sont des épiques, avec des critères d'acceptation qui ont des critères de succès du point de vue développement et qui vont permettre de savoir, OK, voici ce qu'on cherche à faire dans son trimestre, maintenant. C'est juste ça, là. Puis, après, tout de suite, embarquer l'équipe pour dire, OK, voici ce qu'on cherche à faire, quelles sont les étapes qu'on devrait atteindre pour y arriver. Et ces étapes-là, on embarque immédiatement la notion d'itération en mettant la notion d'écoute c'est quoi la première étape qui est atteignable dans son cycle de 2 semaines, par exemple. Et là, ils vont découpler ça en stories ou en tâches. Puis, à partir de là, tu commences à bâtir ton backlog et ça parle à l'équipe. Ça, c'est un truc que moi, dans le livre, je l'ai fait plus tard. En fait, dans l'exploration, on fait
la mise en place du changement, l'observation, puis par la suite, ben, on présente le changement, puis on commence à travailler au fur et à mesure sur ce qui existe. Moi, après 7 ans d'expérience, je ne ferai pas ça tout seul, c'est long et ça ne livre pas des résultats rapidement. Je te dirais que dans les premières 2 semaines, on peut observer, avoir un plan de changement et en même temps avoir un backlog déjà écrit, au moins avec des éléments découplés par l'équipe et qui sont connectés, visibles dans le board de travail et qu'on peut tout de suite voir comment embarquer la notion de Inspect Canada à travers le daily, par exemple, ou à travers des suggestifs comment on collabore pour livrer multiples tâches qui vont atteindre les mêmes objectifs. Parce que là, tu vois, il y en a déjà des notions rapides que l'équipe va pouvoir faire du sens. OK, mais on fait Scrum pour ça. Ah, c'est ça, ça sert à ça de faire un daily. Ah, OK, ça fait du sens qu'on ait découplé ça. Voici ce que le Scrum Master nous a fait faire. Voici ce que les PO veut. Et là, ça commence à s'aligner tranquillement, tu vois, là. Fait que ça, c'est des changements que j'ai observés. C'est la même affaire, mais c'est juste l'approche qui a changé. Tu sais, on peut OK. quand est-ce que je le fais, à partir de quel moment je le fais. Puis tout de suite qu'on a embarqué dans une ou 2 itérations comme ça, ben là, tu peux inclure une notion de démonstration, en fait, à la fin, là, sans parler de sprint review, sans embarquer trop dans la notion du cadre, mais à la fin, tu sais, comment on obtient du feedback sur ce qu'on a livré, puis par la suite, ben, qu'est-ce qu'on doit améliorer, des siècles courts, des rétrospectives, là, en fait, mais des Ouais. cours rétrospectives qui permettent à l'équipe de dire, OK, qu'est-ce qu'on devrait changer rapidement, une chose qui nous aiderait à rencontrer nos objectifs. Mais là, c'est comme les 5 étapes là, des bases qu'on pourrait aller plus vite en ce moment. D'accord. Juste une question pour clarifier. Euh, donc là, dans ton contexte, tu parles d'équipes de produits, donc des équipes qui vont développer un produit en collaboration. Puis on a le concept du backlog, donc qui va être la liste des éléments qu'on va prioriser, travailler au fil du temps. Est-ce que ce que tu étais en train d'expliquer là, c'est que le changement de la transformation de l'équipe, on l'ajoute au backlog de produits, ou est-ce que je me suis trompé dans les compréhensions? En fait, moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est que dans les livres, vous allez voir que toutes les étapes sont expliquées de façon incrémentelle. C'est-à-dire, on fait un premier changement. Là, on embarque à créer le backlog avec l'équipe. On laisse l'équipe travailler comme ils travaillent en ce moment. On observe pendant une période de 2 semaines. Puis là, par la suite, là, on va embarquer avec, OK, là, nous avons créé un backlog de haut niveau. On va se lancer à faire une itération. Et c'est comme notre première sprint planning. Là, on se rencontre avec l'équipe, puis on lance le travail qu'on va faire avec eux. Pour celle-là, on ajoute un daily qui va nous permettre de voir la progression et de faire un effet Canada journalier pour ne pas s'écarter de nos objectifs. Et par la suite, ben, comment on valide que tout est fini globalement? Est-ce qu'on a livré un incrément? Ben, on fait un review de sprint et en rétrospective pour s'améliorer. Puis là, on se lance à faire une autre itération. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que dans les livres, ça s'est fait de façon cadencée et une étape après l'autre. Dans la pratique, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que au moins pour une équipe qu'on paye, on a un Scrum Master à temps plein et qui gère seulement, qui prépare un changement, c'est long dans la pratique. C'est surtout à distance, quand on est tout le monde distribué, avoir un Scrum Master qui n'a rien livré pendant un mois, moi, je ne suis pas dans ton expérience, mais ça ne compute pas, là, en fait. Okay. Fait que ce que je voulais dire, c'est que si j'aurais à refaire ça avec des équipes actuellement, les étapes de la vision du changement, ça, je travaillerai ça en parallèle de où est-ce qu'on veut y aller. Puis en même temps, j'essaie de voir avec l'équipe aujourd'hui, les PO, l'équipe, s'il n'y en a pas de PO, qui a une vision de moyen terme au moins
un mois, 2 mois, qui pourra nous dire voici ce qu'on est en train de faire, comment les structures pour que ça devienne un backlog où l'équipe peut s'aligner puis commencer à livrer en collaboration. Est-ce que ça m'explique mieux? Oui, oui. En fait, c'est ça, c'est que plutôt que d'attendre d'attendre que le changement soit opéré pour commencer à travailler, ou commencer à travailler en collaboration, c'est-à-dire qu'on apprend le changement en le faisant. Exactement, Et exactement. ça, à la fois, tu lis les notions qu'on a apprises en le pratiquant, on se donne le droit à l'erreur et Voilà. le changement est actionné plus vite parce qu'on le fait en même temps. Oui. Et des autres choses que je verrai là-dedans, là, c'est, tu sais, moi, j'ai la tendance à ne pas, puis dans le livre, vous allez voir que même si je m'accroche à des termes qui sont reliés au cadre Scrum, parce que c'est une inspiration inspirée de Scrum, là, mon livre, c'est juste une implémentation à ma façon, selon mon expérience. Euh, je ne suis pas de l'avis de mettre des équipes et les former sur Scrum, Agile, dès le départ, là, parce que là, on les perd. Là. Les gens ne comprennent pas c'est quoi ça. Dès le départ, si on ne les fait pas, c'est difficile de savoir qu'est-ce que ça veut dire trouver des meilleurs moyens pour développer et livrer des logiciels à valeur aux clients. Ça, il faut que tu le fasses pour apprendre. L'autre chose, c'est tellement des concepts que ça empire le changement aussi, si on le fait dès le départ. Fait que dans l'implémentation, moi, j'ai la tendance à faire du common sense, ma devise, et d'essayer de juste utiliser le vocabulaire régulier qui est utilisé pour avancer et se structurer mieux. Le focus est plutôt sur les structures et la cadence et la visibilité plutôt que sur les cadres et les vocabulaires qui viennent avec. OK. Intéressant. Merci d'avoir partagé ça. Je serais curieux d'en entendre plus sur l'étape donc que tu identifiais comme vraiment fondamentale au début comment dire faire un peu une vision de ce qu'on veut changer avant de dire OK, transformez-moi cette équipe en équipe agile, ce qu'on peut souvent entendre. Comment est-ce que tu amènes donc par exemple des dirigeants, donc là on parlait de parties prenantes qui peuvent être des managers ou autres, comment est-ce que tu les amènes sur la réflexion de ce qu'ils veulent changer? Ben, en fait, d'habitude, dans mon expérience, on t'embauche, puis on t'assigne une équipe. C'est un peu comme ça. Ça, moi, j'en fais plus le rôle de Scrum Master depuis un certain temps, mais dans mon expérience avec les Scrum Master que j'ai accompagné dans les dernières 15 ans, là, je te dirais que c'est pas mal un peu l'expérience que nous vivons la plupart du temps. Et notre rôle, ben, c'est important, c'est de comprendre c'est quoi notre mandat, en fait. Parce que des fois, le mandat, c'est juste de déléguer des responsabilités du gestionnaire. Ça, c'est pas dit, mais des fois, c'est comme ça. On va combler certains gaps ou certains vides que le gestionnaire pourrait faire tranquillement. Ça, c'est important de comprendre ça afin que ben, le salaire qu'on me paye soit optimalement utilisé et que l'équipe va en valeur au service que je peux offrir. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'on finit par soit le Scrum Master perdre patience avec l'équipe parce que c'est ça inutile ou pas utilisé, soit que l'équipe n'arrive pas à intégrer la personne, ou soit que le gestionnaire n'a pas la valeur qui vient avec. Tout ça combiné, ça fait que avant de commencer quoi que ce soit, ben la façon d'aborder ça, c'est ben, je pose la question au gestionnaire, écoute, regarde, là, oublie Scrum pour un moment, là, puis je reçois les PO s'il y en a en PO. Mais les personnes plus intéressées, c'est les gestionnaires. Là. C'est lui à qui on demande des comptes de comment ça fonctionne cette équipe-là, développe ton équipe, amène-les à se former, etc. Fait que lui, c'est comme le plus intéressé à faire évoluer cette équipe-là. Donc, moi, je lui demande, écoute, là, à quel point, où est-ce que tu voudrais. Mon travail, c'est d'amener l'équipe où est-ce que tu veux. OK? Ça, c'est mon travail. Je vais t'aider avec ça. Je vais t'aider à monter en compétences. Ça, c'est mon rôle. Je vais les aider à monter en compétences sur les cadres et que tu sois plus conscient sur certaines choses que tu connais déjà. C'est un peu ça mon rôle. Alors,
Pour les faire ensemble, j'aimerais qu'on s'aligne sur la vision. Que tu me donnes une orientation en répondant à certaines questions. Dans le livre, il y en a un questionnaire sur quelles sont les questions de base pour aider le gestionnaire et le PO à décortiquer sa vision. Exemple, quels sont les comportements que tu voudrais voir changer d'ici un an chez l'équipe? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Exemple par rapport au développement, par rapport à la collaboration, par rapport à l'échange, par rapport à l'ouverture d'esprit, toutes sortes de trucs qui sont reliés au développement de leurs produits, qui font partie de la collaboration en soi. Ben ça, je lui demande des questions, je lui pose des questions pour ça, puis je l'écris avec lui. En plus de ça, ben, qu'est-ce qui ne fonctionne pas selon ton point de vue? Et quelles sont tes attentes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il change? Et, et ça on fait ça, cet exercice-là. Mais là, la personne, soit qu'il réalise qu'il n'a pas besoin d'un Scrum Master, ça peut être le cas, ou soit qu'il s'efface, ben ça les fait un checkpoint pour voir, OK, mais vraiment, qu'est-ce que je veux changer ici? Parce que il se peut qu'il voit des choses qu'il ne voyait pas avant. Donc, en faisant l'exercice, ben, ça les amène à créer avoir une espace de réflexion pour pouvoir se donner un avancement. Selon l'expérience et selon l'ouverture du gestionnaire, parce que j'en ai trouvé beaucoup qui ne sont pas ouverts là-dessus, ben, là, s'il y en a une ouverture, on fait l'exercice. S'il n'y en a pas d'ouverture au début, je me mets à travailler avec l'équipe. Je lui demande seulement de me présenter et de dire qu'est-ce que moi je vais faire pour lui. Qu'est-ce que moi je vais faire pour lui et pour l'équipe. Juste à définir ça en quelques mots. Des fois, je réussis, des fois, je réussis pas. Mais c'est un peu des premières conversations. Pour le faire, je me fais des one-on-one avec les gestionnaires et les PO de façon hebdo jusqu'à temps qu'on puisse avancer avec cette partie-là. Des ateliers, c'est fort intéressant de clarifier ça. Et à niveau des interviews, de rendre visible qu'on va faire ça. D'habitude, c'est pas une façon de procéder des Scrum Masters que je connais, d'avoir un cheminement, de dessiner un cheminement, un plan de changement avec la gestion. C'est d'aller non-diff que tu arrives puis tu es perdu. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Donc, toi, ta manière de procéder, c'est de t'assurer que tu as les bons interlocuteurs, donc le manager, la personne qui va s'occuper du produit, donc si c'est deux personnes différentes, et de regarder, de faire un petit peu un constat, quelles sont les choses qui sont existantes de votre point de vue, la situation que vous voyez, les choses que vous voyez qui mériteraient d'être changées selon vous. Donc, tu fais un petit bilan de ce côté-là. Et ensuite, discussion avec l'équipe. Tu parlais d'observation. Donc, il y a un travail derrière pour connecter deux choses. Il y en a deux éléments, en fait. Moi, je fais une validation de mon point de vue, de ce que j'observe sur le terrain. Fait que pour ça, je demande une introduction au gestionnaire ou à la personne qui a le pouvoir devant l'équipe pour me permettre de dire, écoute, Jesus est là, il va observer un peu les dynamiques de l'équipe pendant les 2 prochaines semaines. Il va nous revenir avec son point de vue et on va coller ça avec la vision du changement qu'on est en train de bâtir ensemble. Donc là, ce que je fais, c'est si le gestionnaire est le responsable technique de l'équipe, je fais ça avec lui tout seul et le PO. Mais des fois, il y en a une troisième personne qui est responsable de la partie technique. Lui, il va participer aussi dans la discussion. D'accord. Lui ou elle, peu importe, là, pour qu'on puisse arriver à avoir un aperçu global de l'équipe. S'il y en a des parties prenantes qui ont une voix forte sur la livraison de l'équipe, ben, moi aussi, je passe du temps à les interviewer aussi pour me faire une tête globale. Et dans le partage de mes retrouvailles, ben, ça commence par le gestionnaire, en fait. Le gestionnaire, c'est lui qui amène le changement, c'est lui qui dit voici notre vision pour le changement. Et après avoir révisé ce que Jesus nous amène comme retrouvailles, ben, Jesus va vous offrir un vue externe de qu'est-ce qu'il observe qui pourrait nous amener ailleurs. Et des suggestions pour avancer. Des suggestions, pas trop, là, parce que sinon les gens se perdent, mais des chemins d'opportunité, en fait, pour qu'on puisse se donner, OK, c'est bon. Puis, c'est une conversation ouverte
avec l'équipe pour voir, OK, comment vous voyez ça, qu'est-ce que vous en pensez. Des fois, je fais ça en 2 étapes. Je rencontre l'équipe avant de rencontrer le gestionnaire. Puis je valide ça. Je dis, OK, comment vous voyez ça, voici ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faut ajuster pour m'assurer que eux, leur point de vue fasse partie d'eux. Et aussi, je demande leur buy-in avant de présenter ça au gestionnaire. C'est juste pour créer un climat de confiance. J'ai jamais eu de non, mais c'est important d'avoir un buy-in de l'équipe avant d'exposer leur situation, surtout pour quelqu'un qui est un étranger, qui vient de connaître, et qui exprime dans leurs paroles exactement ce qu'ils voient et quelles sont les opportunités. Puis j'essaie d'exprimer ça en opportunité. Par expérience, c'est la meilleure façon d'aborder un changement. Puis une fois qu'on le fait, ensemble, le gestionnaire propose un ordre un angle d'attaque selon ses priorités. Puis j'essaie de coacher le gestionnaire pour que ça soit un consensus décidé et qu'on l'implémente à travers le travail qu'il doit faire. Fait qu'en théorie, dès la première itération, une fois qu'on a eu cette rencontre-là, nous, on va commencer à avoir des résultats qui vont aller vers l'atteinte des objectifs qui ont été discutés ensemble. Fait que c'est un peu ça comment je l'aborde. OK. J'aime beaucoup cette approche parce qu'en fait, tu crées un contrat de confiance avec l'équipe, mais pas juste toi, la personne qui va aider le changement à opérer, la personne qui va aller fluidifier la collaboration. Tu vas aller aussi créer un contrat de confiance entre les parties prenantes et l'équipe, en respectant le point de vue de chacun, de ce que tu auras récolté, pas nécessairement dans un ordre prescriptif, les managers d'abord, l'équipe d'abord, ça dépendra de la situation. Oui, c'est ça, c'est là le contexte. Ouais. Le but, c'est d'avoir les avis de tous, d'avoir un portrait global et de finalement clarifier où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut atteindre, et ensuite donc de ne pas aller trop dans le prescriptif, d'aller dans des cibles où les gens vont pouvoir naviguer puis se les approprier. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Là, et l'autre chose, l'intention, c'est de définir des cibles qui vont nous permettre de voir la progression rapidement. C'est-à-dire, exemple, nous, on voudrait voir que l'équipe est capable de questionner les orientations du PO, exemple. Et les gens parlent ouvertement dans les différents meetings que nous avons. C'est juste avoir une voix de parole et que les échanges se font de façon constructive, mettons. Ça, c'est des trucs que tu peux observer et qui sont des piliers de la collaboration. Des autres choses, le travail est visible en tout temps et on sait c'est quoi la progression de tout ce qu'on fait. On a une idée proche de la réalité en tout temps. Ça travaille la visibilité, ça aide à collaborer, ça permet de rapidement agir. Des autres comportements, l'équipe agisse par l'inspection de l'adaptation. C'est-à-dire, on a un problème, au lieu de se blâmer rapidement, mais on dit, OK, qu'est-ce qu'on a appris de ce problème-là? Quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour l'améliorer? Puis, on prend des actions concrètement. Là, c'est pas juste de blabla. Là. Ça, c'est des comportements que tu peux voir dans une équipe et qui vont rendre visible qu'il y en a quelque chose qui est en train de se passer à travers les cadres. Les cadres, c'est juste un béquille pour ça. Ouais. Et des autres choses importantes, c'est de ne pas rendre ça trop lourd. Parce que nous avons la tendance, puis je m'inclus, là, les Scrum Masters et les spécialistes en agilité, ou peu importe les cadres, name-it, tu vas le nommer, là. On a la tendance à mettre nos intérêts de l'avant plutôt que juste voir quelle est l'opportunité qui existe d'amélioration, s'il existe, OK? Parce que ça, c'est autre chose. Tout ce que je mentionne dépend fortement du moment, de l'équipe, des gens, de leur état d'esprit, de leur état dans leur vie et de leur motivation à s'améliorer. Fait que, il y en a un aspect qu'on ne gère pas
qu'on devrait gérer en amont, c'est la sélection des joueurs là, qui en fait partie, quels sont leurs profils pour que ça fonctionne. Ça, c'est un truc que je ne mentionne pas dans le livre et que de plus en plus je vois. C'est important d'avoir cette compréhension-là. Aussi, un truc que j'ai appris avec l'équipe où je suis en ce moment, c'est de former chacun des membres d'équipe pour qu'ils deviennent des Scrum Masters aussi. Ça, j'ai bien aimé ça. Je le vois avec les gens. Mes collègues, là, ils se sont formés, ils se sont certifiés. Le gestionnaire a poussé ça. Là, tu vois comment les mindsets émergent de l'équipe, les niveaux de qualité augmentent parce qu'il y en a une compréhension commune de qu'est-ce qu'on cherche à faire. Puis ça, il y en a des petits trucs là, qu'on peut mettre en place pendant la formation d'une équipe pour que tout le monde ait les mêmes visions de qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, incluant le gestionnaire aussi. C'est très important que la gestion sache de quoi il parle et qu'il l'ait fait aussi. Ça, c'est rare des fois. Là. Je suis dans une équipe en ce moment où le gestionnaire est un ancien coach cadre, il sait comment faire ça. Fait que lui, il pousse pour qu'on ait une vision, pour qu'on aille là-dedans. Et là, ben, ça apporte des bénéfices, en fait, aussi. Fait que, moi, je dirais avoir des résultats rapidement visibles pour l'équipe, devenir un agent de facilitation pour enabler certaines opportunités pour que les gens se sentent inclus. Et l'autre chose, impliquer la gestion en les laissant savoir que tu es un agent temporaire de changement et que tu es là juste parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils n'ont pas la connaissance temporaire que tu as à les transmettre. Tu es là parce que pour les aider à eux à monter en compétence dans son espace. Mais ils ont déjà ces connaissances-là, c'est juste qu'ils maîtrisent moins les cadres et les façons de faire dans le cadre. Ouais. Donc ça, c'est un peu ma vision là-dessus. À un niveau de livre, ben, il y en a plusieurs étapes de comment expliquer ça pour quelqu'un qui joue le rôle de Scrum Master, mais ça peut être le gestionnaire aussi là, qui le fait. C'est pas prescrit à quelqu'un d'autre. Fait que je ne sais pas. Je comprends que c'est bénéfique. Comment tu vois ça, là? Je comprends que c'est bénéfique aussi de pouvoir finalement transmettre cette connaissance-là ou cette habilité-là de pouvoir amener du changement à toutes les personnes dans l'équipe, que ce ne soit pas juste une personne qui ait ce chapeau-là, mais que tout le monde puisse devenir un acteur du changement parce que les gens seront amenés à aller dans d'autres équipes à un moment donné. Aussi. Exactement. Puis l'idée, c'est que, imagine-le comme ça. Moi, c'est tous ces cadres-là, Scrum, Kanban, peu importe là, DevOps, DevSecOps, tout ce que tu veux là, qui existe, ça sert à que les gens puissent avoir dans son cadre, avoir des règles de collaboration. Dans son cadre, ben, on a un espace commun de communication. Mais à la fin, là, on va avoir pas des soldats, mais des gens qui portent avec eux un mindset d'ouverture d'esprit, de collaboration, qui nous permettent de travailler mieux, avoir plus de plaisir et de trouver des idées qui vont améliorer la sorte de ce qu'on apporte aux clients. Ça, ben, tu veux de plus en plus ça dans tes compagnies. Plus des gens qui ont ce mindset-là, plus facile que ça va être de pouvoir propager, pas l'agilité, propager ce mindset de changement puis d'ouverture des collaborations où on est centré sur la collaboration puis le partage, puis deux, on se focus à améliorer la sorte de nos clients en pensant à qu'est-ce qui est plus important pour eux dans leur vie aujourd'hui. Okay, si on imagine qu'on a plusieurs personnes comme ça dans ta compagnie, je trouve que c'est un bel investissement. Bon, en tout cas, ça donne envie de s'impliquer. J'ai encore plein de questions et le temps nous manque pour les aborder. Est-ce que, donc tu nous disais que dans ton livre, tu as 5 ou 6 étapes qui se suivent. Tu as un flow. Il y en a un flow qui décrivent, il y en a 8 en 9 étapes, puis il y en a 2 étapes qui sont optionnelles qui vont nous permettre de planifier à haut niveau. Tout ce qui est la planification de la roadmap de l'équipe. Là. En fait, quand je parlais des épiques, je faisais référence à ça. Je les rends optionnelles parce qu'il y en a des équipes qui font sans ça. Et des étapes de préparation, j'ai vu des équipes qui ont des très basses compétences au niveau des
des préparations pour livrer un speech à un moment, de faire révouer leurs produits puis l'exposer à l'extérieur de l'équipe. Je n'ai mis une étape de préparation qui permet de faire des dry runs en équipe. Il y avait certains collègues qui permettraient d'améliorer là-dessus. Et pour amener un certain niveau de maturité à l'équipe où on puisse parler plus que techniquement aux gens. Ça, c'est inclus là-dedans. Et il y en a une étape par la suite, une fois qu'on a fini les étapes pure et dure de Scrum, qui est une étape de reporting qui m'aidait à l'époque à voir un peu, OK, mais on a fait un recap, là, mais ça va-tu comment? Au niveau de chiffres, il y en a toutes des métriques qu'on pourrait y prendre pour améliorer notre sorte, plus que la vélocité. Des trucs plus globaux au niveau de la performance de l'équipe, etc. J'ai des gabarits où j'ai quelques métriques là, qui peuvent aider à ça. Et ça, c'est une chose qui a changé aussi depuis 2016. Moi, ce que je me focuserai plus, c'est sur l'alignement à niveau de qu'est-ce qu'on livre et sur le niveau de maturité à niveau de la livraison, c'est-à-dire quelle est la cadence de livraison de l'équipe et à quelle fréquence on livre, on release nos produits en production. Ça c'est beaucoup mieux que mesurer la vélocité ou mesurer la quantité de points ou même la quantité d'items qu'on a livrés. Okay. Ça, c'est des petits changements. Cool, merci. Est-ce que tu pourrais le teaser, les étapes pour donner aux personnes envie d'aller découvrir ça dans le livre? Alors, c'est quoi la série d'étapes? Les étapes, ça commence par planifier les changements. C'est un peu ce qu'on a dit. C'est là l'étape où on se donne une vision du changement. Par la suite, c'est rencontrer l'équipe pour faire en sorte de rendre visible, de partir l'étape des connaissances, c'est le kick-off pour qu'on se connaisse, qu'on sache qu'est-ce que je dois faire dans l'équipe. Une fois qu'on a fait ça, c'est monter un backlog s'il n'y en a pas, des hauts niveaux. Et là, on peut connecter ça en parallèle avec une étape de préparation de la roadmap de l'équipe avec certaines parties prenantes, c'est-à-dire les PO et peut-être un représentant technique de l'équipe, le gestionnaire, un backlog de haut niveau pour les prochains 3 mois. Une fois qu'on a fait ça, première sprint planning, on découpe, on va faire le découpage des hauts niveaux, un premier épique, un premier item qu'on va livrer dans les prochains 3 mois. On le découpe en story, on fait des critères d'acceptation, on divise la job, on part nos premières itérations. On s'est fait des daily juste pour les pratiquer, pour s'assurer qu'on puisse voir la valeur de ça. Et à partir de là, moi, j'inclus dès la première itération 2 séances de raffinement du backlog. En séance par itération, au 2, c'est lent la vitesse. Au début, c'est 2 séances. Puis on voit l'avancement. On s'est fait un petit review à la fin, courte, demi-heure par 2 semaines, pour voir qu'est-ce qu'on a livré, qu'il soit focusé sur la livraison. Et en attendant, il y en a des instructions pour, dans le livre, tu peux aller voir quoi faire pendant le sprint pour aider ton équipe, quoi faire pendant le daily pour t'assurer que ton équipe, que tu aies la bonne posture pour aider ton équipe. Et il y en a des conseils pour chacun des étapes. J'implémente pas les dry runs dès le départ, c'est optionnel, mais si on voit qu'il y en a des pépins lors du sprint review, on l'implémente. Sinon, on se fait un petit rétrospective, puis on peut l'appeler comme ça ou comme tu veux, là, juste un récap de comment ça a été les 2 dernières semaines. Je suggère de faire des itérations de 2 semaines. Et je laisse optionnel la capture des chiffres. Il y en a un gabarit qui t'explique comment faire ça. Malheureusement, mon site est en train de partir, mon site web, là, où j'avais tous les gabarits disponibles, où on pouvait les downloader. Mais si jamais les gens sont intéressés, on peut me contacter via mon courriel personnel, jesus.mendes.ca@gmail.com, et ça va me faire plaisir de partager ça avec les gens. Parce que les gabarits, les livres est soutenu par des gabarits qui sont disponibles ou qui étaient disponibles sur mon site web, mais après plusieurs attaques et le passé du temps, ils ne sont pas là. Donc,
Ça, je peux le rendre visible. Tu me rends visible en me posant la question que je devrais faire de quoi avec ça. C'est bon. Mais sinon, on peut me contacter, puis avec plaisir, je partagerai ça. Parfait. Merci beaucoup, Jesus. Écoute, je pense que ton partage d'expérience va aider beaucoup de personnes aujourd'hui parce que à la fois tu partages tes observations que tu as fait, donc tu as créé une espèce de pour toi un template finalement à suivre pour tes prochains mandats, puis des réflexions sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu améliorerais dans cette recette-là si tu la refaisais aujourd'hui. Donc merci beaucoup. On va essayer de voir ce qu'on peut rendre visible de tes templates-là. En tout cas, on va essayer de donner une liste actionnable de choses à faire pour des personnes qui aimeraient se lancer tout de suite. Et puis les références de ton livre, évidemment, à la fin, puis ton contact. Avec plaisir. Donc, j'espère que ça va permettre à des auditeurs de pouvoir mettre en action leur désir de changement, devenir un acteur de changement, de collaboration dans leur équipe grâce à toi. J'espère ça aussi. Merci Cyril pour tes questions. Ça fait plaisir. Bye Jesus. Bye. Merci. Merci à toi. Pour en savoir plus sur la formation d'équipe et comment mettre en place une transformation de la collaboration, inscrivez-vous sur le site collaborationsolves.com. Vous allez recevoir un résumé actionnable de la discussion d'aujourd'hui que vous pourrez mettre en pratique directement. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres trucs et astuces testés sur le terrain, pas juste de la théorie, et changer la collaboration dans votre milieu de travail. Allez, des bisous!